Bonjour, je m'adresse avec cette vidéo à l'ensemble de la population d'Aix-les-Bains, mais également à l'ensemble de la population de l'espace Grand Lac, c'est-à-dire y compris des habitants de l'Albanais savoyard ou de la Chautagne, et plus généralement du pourtour du lac du Bourget. Je m'adresse également à ceux de leurs élus locaux qui siègent à la communauté d'agglomération Grand Lac et qui sont mes collègues. Cette modification du PLU porte notamment sur ce qu'à Aix, tout le monde appelle le parc du Bois-Vidal. J'insiste là-dessus, je dis parc du Bois-Vidal, d'abord parce que parc et bois, ces deux noms sont totalement imbriqués dans l'esprit des Aixois. Les deux vont ensemble. D'abord, le parc est attenant au Bois-Vidal, il est complètement relié à lui. On va dire que le bois est dans le parc du Bois-Vidal étant l'ensemble. Et d'ailleurs, quand on le parcourt ou quand on essaye d'entrer dans cet ensemble, c'est la dénomination qu'on trouve sur les panneaux, parc du Bois-Vidal, que ce soit chemin de Saint-Paul, que ce soit du côté des hauteurs de Marlioz ou que ce soit encore boulevard de la Roche-du-Roi. Ensuite, si j'ai dit parc du Bois-Vidal d'un seul tenant, c'est parce que y a eu jusqu'à présent un destin commun de la partie un peu aérée, le parc, et du bois, qui ont été vendus à la ville ensemble, me semble-t-il, en 1961, avec à l'époque simplement un souhait de celui qui cédait à la ville, c'était le souhait que ça reste végétal et non construit, non bâti, mais il n'y avait effectivement pas d'engagement par une délibération en ce sens. C'est vrai que les deux parties de cet espace ont, dans les documents d'urbanisme d'Aix-les-Bains depuis 1993, deux vocations apparemment bien distinctes, le bois, totalement protégé, et le parc, qui avait une autre utilisation prévue, j'y reviendrai dans un instant. Mais toujours est-il que les Aixois comprennent ou connaissent cet espace comme un tout. Et je le réaffirme, parce que depuis 2001, et dans un objectif bien précis, on a essayé de manipuler le vocabulaire et de créer de toutes pièces un nom qui n'existait absolument pas avant, qu'on ne trouvait nulle part sur aucune carte, et le nom de parc de la Crémaillère, de manière à distinguer le parc du Bois-Vidal du bois lui-même. Parc de la Crémaillère, tout simplement parce que l'ancien tracé du chemin de fer à Crémaillère-du-Revard commençait à cet endroit-là. Pour autant, l'expression n'a jamais été utilisée par les Aixois. Alors, le sujet de cette vidéo et de cette discussion, c'est le changement de destination qui est prévu par la modification que nous sommes susceptibles de voter ou pas, d'ailleurs. Le changement de destination, le changement d'usage prévu des parcelles qui composent la partie nord, parc du Bois-Vidal, la partie réellement aérée. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'au moment où cette vocation initiale semble caduque, le maire d'Aix-les-Bains s'appuie sur cette vocation initiale, qui a été inscrite dans les documents d'urbanisme il y a 25 ans, pour nous dire, ah bah oui, mais comme c'était quand même déjà constructible, même si c'était que pour du thermalisme ou de la balnéo, il faut que ça reste constructible à l'avenir. Donc on se sert d'un passé qui n'est plus valable pour, dans le présent, décider que l'avenir sera construit à cet endroit-là. Pourquoi est-ce que je souhaite que nous gardions cet espace totalement végétal, ouvert ? Aix-les-Bains veut se vendre comme étant la Riviera des Alpes. Autrement dit, elle insiste sur le fait qu'elle est une destination touristique. Mais
Comment peut-on être une destination touristique efficace si on ne conserve pas d'espace à partir desquels la totalité de nos visiteurs, pas simplement ceux qui auront pu être propriétaires d'un appartement remarquable à tel endroit, comment peut-on être touristique si nos visiteurs n'ont plus d'espace disponible pour profiter tous ensemble de la vue sur la ville, le lac, les montagnes? Eh bien, le sommet de ce parc du Bois-Vidal est un des plus beaux points de vue qui puissent exister sur Aix-les-Bains, et pas simplement un point de vue, puisqu'on peut le parcourir, y faire du sport, y flâner. Et puis enfin, la cinquième raison pour laquelle je m'oppose, mais c'est pas pour moi une forme de mimétisme ou de suivisme, puisque ça fait 17 ans que je m'oppose à la constructibilité de ce lieu, c'est que l'inconstructibilité est souhaitée par probablement une très large majorité des Aixois et des amoureux d'Aix-les-Bains. Des gens de tous les quartiers qui ne sont pas venus signer une pétition récemment ou manifester par rejet de toutes les constructions qui seraient à proximité de chez eux. On n'est pas dans le phénomène NIMBY, not in my backyard, qui veut dire qu'à chaque fois qu'il se construit quelque chose près de chez soi, on ne veut pas, en trouvant les meilleurs arguments du monde, mais en réalité simplement parce que c'est près de chez soi. Non, non, ici, les gens qui se sont mobilisés contre l'urbanisation du parc du Bois-Vidal, c'est parce qu'ils sont, quel que soit l'endroit où ils vivent, amoureux de cet espace-là. Et quand on voit l'urbanisation qui est autour actuellement, on peut considérer qu'il n'y a pas d'intérêt individuel particulier à dire non parce que c'est dans mon voisinage. Personne a une vue directe sur ce qui serait construit demain. Par contre, ce qui serait construit demain empêcherait très clairement les gens qui pratiquent cet espace aujourd'hui et qui l'apprécient de le pratiquer et de l'apprécier comme ils le font aujourd'hui. On a là des gens qui veulent conserver cet espace parce que c'est la possibilité de respirer dans le bois, c'est la possibilité d'avoir une vue remarquable, c'est la possibilité de prendre un bol de silence aussi. C'est un espace à proximité du centre-ville où on peut accéder à une forme de silence et de sérénité. On entend s'écouler le ruisseau des Gâchets. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel tout près du centre-ville. Vous l'avez compris. Donc plein de raisons de ne pas vouloir ce qui est prévu dans ce PLU, c'est-à-dire l'urbanisation, cette fois-ci sans aucune contrepartie économique, thermale ou balnéo, mais l'urbanisation en termes d'équipement banal et de logement, plutôt haut de gamme probablement pour une grande partie d'entre eux, notamment ceux qui seraient en haut et qui bénéficieraient de la plus belle vue. Notre objectif, c'est de s'opposer à cette transformation du lieu, puisque la vocation initiale est tombée, n'est plus utile. Pourquoi ne pas rediscuter avec l'ensemble des Aixois de la vocation de ce lieu? On touche là à deux problèmes, en fait. Le premier problème, il est politique ou démocratique. Les règles ont été respectées, hein. C'est-à-dire que une modification a été instruite par l'administration intercommunale, puisque c'est elle qui est en charge de ça. Une enquête publique a été faite et heureusement elle a été suffisamment rendue publique pour que la population se manifeste, mais on est aujourd'hui pas du tout à l'abri soit d'un rapport de la commissaire enquêtrice qui dirait tout va bien, soit d'un rapport qui dirait au Bois-Vidal il y a un souci, mais d'autorité politique qui passerait outre ce rapport de la commissaire enquêtrice. Donc démocratiquement on a respecté les règles, mais on n'a pas respecté l'esprit de la démocratie, qui consisterait ici à dire on est sur une des plus belles pièces du territoire aixois, la vocation initiale tombe, elle n'est plus valable, et on va se retourner vers la population pour avoir un grand débat pour savoir comment on peut, quel avenir, on peut proposer pour ce terrain. Le deuxième aspect, c'est qu'en réalité, si on veut comprendre ce qui se trame aujourd'hui, il faut comprendre l'histoire récente de ce terrain, qui est assez rocambolesque, mais qui explique probablement pourquoi les autorités aixoises et intercommunales, mais qui sont un peu les mêmes, veulent absolument qu'on passe d'une constructibilité conditionnée à la fonction thermale à une constructibilité tout court, et pas d'une constructibilité thermale à une inconstructibilité. Alors, cette histoire récente du terrain, je voudrais vous l'expliquer là.
Dominique Dore a annoncé vouloir suivre cette troisième possibilité, puisque en 2001, il nous a annoncé être sur la piste d'opérateurs pouvant réaliser la vocation initiale de ce terrain. Sauf que les choses ne se sont pas passées telles que je vous les ai décrites. Et si je vais vous raconter étape par étape la manière dont elles se sont passées, en tout cas à mon niveau d'information d'aujourd'hui, c'est que ça a probablement un impact sur ce qui se passe maintenant. Dans la foulée, notamment dans la foulée de nos critiques, Dominique Dore a promis à l'époque dans la presse que si le projet ne se faisait pas, je cite, « chacun reprendrait ses billes et nous reviendrions à la situation antérieure ». Il ne vous échappera pas que le projet ne s'est pas fait. Il n'y a rien de construit aujourd'hui sur ce terrain. Mais contrairement à ce que Dominique Dore avait promis, la vente a été signée. La vente a été signée du terrain, a été signée sans que le moindre début de projet ne soit esquissé. La vente a été signée 4 ans et demi après la délibération, début au milieu 2006, et sans réévaluer le prix du terrain, alors que tout le monde sait que le début de la décennie 2000, c'est le moment où les prix fonciers se sont envolés le plus vite dans toute la France, et en particulier avec Clermont. Autre détail qui surprend, dans l'acte de vente concret de l'année 2006, de ce terrain à une fameuse société civile immobilière, il a été rajouté des servitudes perpétuelles de passage sur un certain nombre de terrains voisins du terrain que nous cédions et qui étaient des servitudes sur des terrains jusqu'alors et encore aujourd'hui municipaux. Et la totalité des espaces occupés par ces servitudes correspondent à peu près à 1 hectare supplémentaire. 1 hectare supplémentaire qui n'a pas le moins du monde modifié le prix de vente. Autrement dit, nous avons vendu à un prix extrêmement faible 3 hectares d'un terrain remarquable pour un projet qui ne s'est pas fait, à des gens qui n'avaient aucune compétence particulière pour le mener à bien, et nous avons, dans la corbeille de vente, rajouté au dernier moment 1 hectare de servitudes qui n'ont pas du tout été valorisées, qui n'ont donné lieu à aucune transaction particulière puisque le prix n'a pas varié d'1 centime par rapport à ce qu'il avait été défini 4 ans et demi avant. Et le pire est que ces servitudes n'ont jamais fait l'objet de la délibération du conseil municipal de décembre 2001 qui autorisait le maire à accomplir l'acte de vente. Le maire a rajouté de lui-même ces servitudes sans que le conseil municipal ne l'y ait autorisé. Et ce qui pose problème, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de changement d'usage ou d'identité de ce lieu. Il y a juste eu un changement de propriétaire. Autrement dit,
En admettant même qu'il faille que cette transformation d'usage se fasse, il aurait été totalement normal que la ville, propriétaire jusqu'en 2001, encaisse le bénéfice de sa décision qui consiste à rendre ce terrain plus rentable qu'avant puisque constructible. Alors, pour éviter que l'évocation de cette trajectoire historique du terrain ne prenne trop de place dans le débat, je sais que le maire d'Aix-les-Bains va user de deux arguments massus. Le premier argument massu, il l'a utilisé très récemment, c'est de dire que s'il y a changement de destination aujourd'hui sur le parc de la Crémaillère, c'est en fait lié au projet de rénovation des anciens thermes au centre-ville. Vous savez qu'il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, un projet qui consistait à rénover les anciens thermes, mais moyennant l'intervention du groupe Bouygues, allié à la Société d'aménagement de la Savoie. Condition de rendre l'opération rentable par la construction de 2 tours de 17 étages au-dessus du bâtiment thermal, c'est que ce projet a fait l'objet d'une forte opposition de la population, qui a considéré que 17 étages, l'équivalent de 17 étages au-dessus du sol et de facilement 11 ou 12 niveaux au-dessus de ce qui est considéré comme le premier toit historique de ce bâtiment thermal des années 30, c'était écrasant en termes de perspective, notamment vu de la mairie, que ça pouvait altérer la perspective depuis la gare, puisque ça se serait vu pour une des 2 tours depuis la gare et dans la perspective de la vue Charles de Gaulle. Et donc il y a eu une opposition, et cette opposition a probablement refroidi le groupe Bouygues qui s'était engagé peut-être un peu vite dans le projet de réhabilitation de cet ancien bâtiment thermal. Et alors que Dominique Dore n'avait jamais évoqué de contrepartie en faveur de Bouygues vis-à-vis du refus des Aixois de voir ces 17 étages érigés au-dessus de la place de la mairie, alors que Dominique Dore n'avait jamais rien évoqué de cette nature, il a, suite seulement à la contestation du projet d'urbanisation du Bois-Vidal, du changement de destination au PLU, il a, comme par miracle, sorti sa baguette magique et dit « Ah mais attendez, si nous devons rendre plus urbanisable qu'avant ou de manière plus inconditionnelle le parc du Bois-Vidal, c'est simplement parce qu'il faut trouver au groupe Bouygues qui s'occupera de racheter le terrain, il faut trouver au groupe Bouygues de quoi faire son bénéfice puisque vous, Aixois, et peut-être même les mêmes que ceux qui refusaient l'urbanisation du Bois-Vidal, vous avez refusé que nous plantions des tours de 17 niveaux au-dessus du bâtiment thermal. » Alors c'est très fort, hein, c'est très très habile du point de vue de l'argument, puisque finalement, on rend les gens qui ne veulent pas d'une certaine forme d'urbanisation à un endroit coupables de l'avoir quand même parce qu'ils ont déjà refusé à peu près l'équivalent à un autre endroit. C'est ce que j'appelle une parade de chat. C'est-à-dire que, vous savez ce que c'est que le propre d'un chat, c'est que même quand à un moment donné il se sent vaciller et qu'il tombe, eh bien par une pirouette, il retombe toujours sur ses pattes. En fait, c'est ce que vient de faire Dominique Dore en sortant de son chapeau l'argument de Bouygues. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas eu cette réflexion avec le groupe Bouygues qui cherchait des terrains pour valoriser son intervention sur les anciens thermes. Mais enfin, des terrains, il n'y en a pas que au parc du Bois-Vidal. Donc, je ne m'étonnerais pas qu'on ait ici fait d'une pierre deux coups en essayant finalement de se sortir d'une mauvaise affaire au Bois-Vidal, en essayant de trouver ici la solution à un autre problème, à une autre mauvaise affaire, de la mairie avec l'ancien bâtiment thermal. Le deuxième argument que vous entendrez de la bouche de Dominique Dore peut-être, ou que vous verrez circuler, et je préfère prendre les devants pour l'évoquer. Le deuxième argument qui risque d'être utilisé, c'est le fait que moi-même, ainsi qu'un de mes collègues de l'époque, nous avons été tous les deux solidairement condamnés en décembre 2002 pour avoir publié avec des moyens qui étaient des moyens militants, hein, avec un budget qui était un budget personnel et d'un certain nombre de nos sympathisants,
nos premières critiques que vous avez entendues à l'instant, c'est pas pour cette raison que je vous le rappelle, mais parce que une des manières de décrédibiliser l'ensemble de ce que je viens de vous expliquer, c'est de dire oui, mais attendez, Moxie il a été condamné pour ce qu'il a dit. Donc les gens qui me critiquent, ils ont été condamnés, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de crédibilité. Mais je vous laisse juge de cette crédibilité. Et notamment à vous, mes collègues du conseil municipal, à mes collègues du conseil communautaire de Grand Lac, évidemment, vous faites l'opinion que vous voulez. Je peux tenir à votre disposition un certain nombre de documents si vous le voulez. Je vous propose surtout de vous rendre sur les lieux, d'observer de quoi il s'agit, de parcourir les lieux et de vous dire ce qui, selon vous, mérite le mieux dans l'intérêt public, parce que c'est quand même ce qu'on est censé défendre, ce que mérite le mieux ce terrain. Je vous remercie de m'avoir longuement écouté et je voudrais vous dire à tous, et en particulier donc à mes collègues élus, que j'ai le plus grand respect pour vous tous et que ce respect, il est notamment lié au fait qu'on a tous une liberté de conscience et une liberté d'action, parce que certes, nous avons été élus dans des équipes municipales, mais nous sommes des personnes dotées d'une conscience, et qu'en conscience, on peut être d'accord ou pas sur un sujet comme celui-là, sur le changement de vocation du parc du Bois-Vidal. Deuxièmement, je voudrais ajouter à destination de mes collègues élus des autres communes, que le Bois-Vidal, même si ça n'est pas sur le territoire de leur commune, c'est aussi leur affaire. Il y a un certain nombre, dans la pétition qui a été lancée, il y a un certain nombre de signatures qui sont venues d'habitants du reste de l'agglomération, mais qui pratiquent malgré tout ce lieu et qui y sont attachés. Je rappelle aussi que si on a fabriqué une intercommunalité aussi large, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont considéré, et vous en avez peut-être été, que nous étions un même espace de vie, que les limites historiques de nos communes étaient peut-être un peu étroites par rapport à l'espace tel que nous le pratiquions jusqu'à présent. Donc ça signifie que nous avons, moi j'ai personnellement, en tant qu'ex-soi intramuros, j'ai parfois vocation à m'interroger sur ce qui peut être fait à Brison-Saint-Innocent, à Pleindrieux, ou à La Viole, ou au Bourget-du-Lac, et inversement, quelqu'un issu de ces différentes communes ou d'autres peut très bien se dire, ce qui se passe à Aix-les-Bains, ça me préoccupe parce que ça touche mon espace de vie en tant qu'agglomération, en tant que bassin de vie. Et donc je voudrais que vous disiez très clairement ce qui se passe au Bois-Vidal, oui, c'est bien mon affaire. Ce sont bien mes oignons, et j'ai le droit de m'exprimer là-dessus, et je n'ai pas à me dire que si je m'exprime là-dessus dans le sens de ce que vient de dire Fabrice Moxie ou dans le sens de ce que diraient d'autres personnes, ça me vaudra un jour des représailles de la part de la majorité d'Aix-les-Bains au détriment de ma commune, parce que finalement, au sein de l'intercommunalité, on est bien dans une forme de négociation ou de donnant-donnant, ou de on travaille ensemble dans l'interco, mais finalement, on laisse chacun faire ce qu'il veut de son côté. Non, aujourd'hui, il y a une forme il y a un changement d'échelle qui s'est opéré, et je pense qu'il faut qu'on en ait conscience. Voilà. Alors, je terminerai cette très trop longue vidéo, j'en ai bien conscience, en vous rappelant que le conseil communautaire se tiendra le 15 mars, boulevard Le Pic à Aix-les-Bains, au siège de Grand Lac. J'y serai, et j'espère que vous, y compris simples citoyens, vous y serez. Vous y serez pour montrer par votre présence finalement le poids citoyen qui pèse en faveur de la non-urbanisation de ce terrain.
Et de la même manière, j'espère que vous serez très nombreux aussi, place de la mairie à Aix-les-Bains, le 20 mars, le soir du conseil municipal, puisque le conseil municipal d'Aix aura aussi à se prononcer en faveur de cette modification, pour manifester le même désir. Évidemment, pacifiquement à chaque fois, parce que sans le respect, il n'y a pas de démocratie possible. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère avoir été crédible sur ce sujet.